Mon mari m'a envoyé un selfie depuis son bureau. Encore une soirée de travail tardive. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai d'abord souri. C'était notre 12e anniversaire de mariage. Et Ethan avait insisté qu'il détestait manquer notre dîner plus que moi. Il avait même ajouté un emoji triste sous la photo le montrant debout derrière le bureau en acajou. Poli de son bureau de PDG. Je l'ai cru. 45 minutes plus tard, je me tenais dans le hall de marbre de Carter Technology. Portant son dîner préféré de faux filet du steakhouse où nous avions célébré chaque anniversaire. Depuis notre 2e année de mariage. Le garde de sécurité a levé les yeux de son bureau. Puis-je vous aider? Madame? J'ai souri. Je suis là pour surprendre mon mari. Ethan Carter. Son expression s'est éclairée. Le PDG? C'est exact. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis sa femme. Le sourire a disparu. Puis il a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Je suis désolé. Madame? A-t-il dit en s'essuyant une larme au coin de l'œil. Bien joué. Je l'ai regardé. Je suis sérieuse. Il a secoué la tête. Sans vouloir vous offenser. Mais je vois la femme de M. Carter tous les jours. J'ai senti mon estomac se contracter. Quoi? Il a pointé nonchalamment vers les ascenseurs des dirigeants. La voilà. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Une brune stupéfiante en robe marine élégante est entrée dans le hall. Portant un sac à main de designer que je savais coûter plus cher que ma première voiture. Puis Ethan est sorti derrière elle. Son bras a glissé naturellement autour de sa taille. Elle s'est appuyée contre lui. Il a embrassé son front. La réceptionniste a souri. 2 cadres sont passés. Bonne nuit. M. Et Madame Carter. Aucun des deux n'a corrigé la salutation. La femme a ri doucement. Ethan lui a tenu la porte d'entrée. Ils sont sortis ensemble comme s'ils l'avaient fait 1000 fois. Je n'arrivais plus à bouger. Le garde s'est retourné vers moi. Vous voyez? J'ai avalé la boule dans ma gorge. Oh. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Oh. Je l'ai remercié. En fait, je l'ai vraiment remercié. Puis je suis sorti avant que mes genoux ne cèdent sous moi. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 20 minutes sans démarrer le moteur. Le dîner de steak à côté de moi était déjà froid. Mon téléphone a vibré. Ethan, la réunion a duré plus longtemps que prévu. Je serai probablement à la maison vers 22 heures. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pendant 12 ans, j'avais cru à chaque réunion nocturne, chaque dîner d'affaires. Chaque conférence du week-end, chaque urgence client. Non pas parce que j'étais naïve, mais parce que j'avais confiance en mon mari. La confiance ne disparaît généralement pas d'un seul coup. Elle se fracture discrètement, une petite fissure à la fois. En y repensant. Peut-être que ces fissures étaient là depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Les vacances annulées, les dîners d'anniversaire reportés à un autre week-end. Les cadeaux coûteux qui semblaient toujours arriver après qu'ils m'avaient déçu. J'avais pris la culpabilité pour de la générosité. Je m'appelle Claire Carter. J'ai 42 ans. J'ai passé près de 15 ans à bâtir Carter Technology aux côtés de mon mari. À l'époque, cela ne s'appelait pas Carter Technology. C'était 2 tables pliantes dans le garage de mes parents, à l'extérieur de Chicago. Un ordinateur portable emprunté, une imprimante d'occasion, une montagne de factures impayées. Ethan avait le talent d'ingénieur.
J'avais le diplôme de commerce. Quand les investisseurs l'ignoraient, j'écrivais les présentations. Quand les banques nous refusaient, j'ai refinancé le minuscule appartement que j'avais hérité de ma grand-mère. Quand la paie ne pouvait pas être versée, j'ai vendu discrètement les bijoux que ma mère m'avait laissés. Personne ne l'a jamais su, pas même Ethan. Il croyait que des miracles continuaient de se produire. Je l'ai simplement laissé y croire. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, je me suis retiré. Non pas parce que je le voulais, mais parce que quelqu'un devait élever notre fille. Émilie n'avait que 6 ans quand Ethan est devenu PDG. Son emploi du temps a explosé du jour au lendemain. Le mien a disparu. Les sorties d'école, les rendez-vous chez le médecin, les devoirs, les matchs de football. Les réunions parents-professeurs. Je me disais que nous formions une équipe. L'un construisait l'entreprise, l'autre construisait la famille. Cela semblait juste, du moins à l'époque. Mon téléphone a sonné. C'était Émilie. Salut. Maman. Je me suis raclé la gorge avant de répondre. Salut. Chérie. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. Tu es sûr? J'ai regardé à travers le pare-brise, de l'autre côté de la rue. Ethan aidait la brune à monter dans un SUV noir. Il avait l'air heureux, détendu, à l'aise. Pas comme un homme coincé dans une autre réunion nocturne. Je suis juste fatigué. Émilie a hésité. Papa travaille encore. Apparemment. Elle a soupiré. Il a manqué mon appel plus tôt. Je suis sûr qu'il appellera demain. Un autre silence. Puis elle a dit quelque chose qui m'a touché plus fort que tout ce que j'avais vu ce soir-là. Tu fais toujours des excuses pour lui. Après avoir raccroché, je suis resté complètement immobile. Elle avait raison. Je l'avais toujours fait. Je suis rentré à la maison au lieu de suivre Ethan. Non pas par manque de courage, mais parce que j'avais besoin de réponses avant les émotions. La colère rend les gens imprudents. Je ne pouvais pas me permettre d'être imprudente. Quand Ethan est enfin rentré vers 22h30. Il avait exactement l'air du mari aimant que j'avais connu pendant des années. Il a embrassé mon front. Je suis vraiment désolé pour ce soir. J'ai souri. Ce n'est pas grave. Il a eu l'air surpris. Pas de sermon. J'ai ri doucement. Tu as eu une longue journée. Tu n'as aucune idée. Non, je commençais à en avoir une. Il a pris une douche pendant que je réchauffais le dîner de steak intact. Quand il est descendu en pantalon de survêtement, il m'a remercié. Nous avons mangé ensemble. Il m'a raconté des histoires de réunions imaginaires, de clients imaginaires, de négociations imaginaires. J'ai hoché la tête au bon moment, posé toutes les questions attendues, souri quand il le fallait. À l'intérieur, j'ai mémorisé chaque mensonge. Après le dîner, il s'est endormi sur le canapé en regardant la télévision. Son téléphone reposait mollement dans sa main. Pendant des années, je n'avais jamais fouillé dedans. La confiance avait rendu la curiosité inutile. Ce soir-là, la confiance n'existait plus. J'ai pris le téléphone. Face idée m'a rejeté. Ce n'était pas inhabituel. Puis j'ai remarqué autre chose. Le contact d'urgence. Ce n'était pas moi. C'était une femme nommée Vanessa Brox. La même brune. J'ai posé discrètement le téléphone exactement à l'endroit où je l'avais trouvé. Puis je suis monté dans mon bureau à domicile. La plupart des gens, y compris Ethan, croyaient que j'avais complètement pris ma retraite des affaires des années plus tôt. Ce n'était pas entièrement vrai. Dans le tiroir du bas se trouvait une boîte ignifuge verrouillée.
Je l'ai ouverte. Des certificats d'action, les documents originaux de constitution. Les accords avec les premiers investisseurs, des documents dont presque personne ne se souvenait. Surtout Ethan. Un papier a attiré mon regard. 40% de propriété, ma signature, toujours juridiquement valable, toujours exécutoire. Toujours très réel. J'ai souri lentement pour la première fois de la journée. Le lendemain matin, Ethan entrerait dans une réunion du conseil d'administration. Croyant tout contrôler. Il n'avait aucune idée que la femme invisible que tout le monde avait oubliée détenait encore assez de pouvoir pour changer tout son monde. Et pour l'instant, j'avais l'intention de laisser tout le monde continuer à croire que je n'existais pas. Le lendemain matin, Ethan a quitté la maison exactement à 7h15. Il a embrassé ma joue. Encore désolé pour hier soir. Ce n'est pas grave. Ai-je dit avec un sourire. Il a souri en retour. Complètement à l'aise. Je me rattraperai ce week-end. J'en suis sûr. Il a pris sa mallette, a fait un signe de la main et est parti en voiture sans le moindre signe que quelque chose avait changé. Je suis resté à la fenêtre avant jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis monté, j'ai enfilé un blazer marine, des chaussures plates confortables. Et j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval basse. Pour la première fois depuis des années. Je ne m'habillais pas comme une mère au foyer qui faisait des courses. Je m'habillais comme la femme qui avait autrefois négocié des contrats de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Aujourd'hui, il s'agissait de faits. Au lieu de me garer dans le parking de l'entreprise, je me suis garé 3 pâtés de maison plus loin. Je ne voulais pas que ma voiture soit reconnue. Le hall était exactement comme la veille. Le même marbre poli, la même réceptionniste, le même garde de sécurité. Il a souri poliment quand je suis entré. Cette fois, il ne m'a pas reconnu. Sans la robe d'anniversaire et les fleurs. Je n'étais qu'une professionnelle de plus portant un carnet en cuir. Puis-je vous aider? Madame? Je suis là pour une réunion avec la comptabilité. Il a hoché la tête. 3e étage. Pas de questions, pas d'hésitation. Je l'ai remercié et suis entré dans l'ascenseur. L'entreprise que j'avais aidé à bâtir ne connaissait plus mon visage. Curieusement, cela me donnait un avantage. Le service comptable occupait toujours le même étage qu'il y a 10 ans. La plupart des gens m'étaient inconnus. Quelques employés plus âgés me semblaient vaguement familiers. Mais personne ne semblait me reconnaître immédiatement. En passant devant une rangée de cubicles, j'ai entendu quelqu'un dire tout bas. Claire. Je me suis retourné. Un homme plus âgé s'est lentement levé de son bureau, cheveux gris, lunettes rondes, bretelles. Harold. Ses yeux se sont écarquillés. Je le savais. Harold Benson avait été le premier comptable de l'entreprise. Il était resté bien après l'âge de la retraite parce que, comme il aimait plaisanter, quelqu'un devait empêcher les ingénieurs de se ruiner. Il s'est approché de moi lentement. Je pensais ne plus jamais te revoir ici. Cela fait un moment. 12 ans. Il a regardé autour de lui avant de baisser la voix. Nous devrions parler. Il m'a emmené dans une petite salle de conférence et a fermé la porte. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Enfin, il a soupiré. Je m'attendais à ce jour. Je l'ai regardé attentivement. Tu savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. Depuis combien de temps? Il a hésité. Environ 3 ans. 3 ans.
Le chiffre a résonné dans ma tête. 3 ans de mensonges. 3 ans d'une autre femme vivant ma vie. Harold a joint ses mains. Je ne savais pas comment te contacter. Tu avais mon numéro. Ethan a ordonné à tout le monde d'arrêter de l'utiliser. Je l'ai regardé. Quoi? Il a dit que le divorce avait été difficile. La pièce a soudain semblé plus froide. Je n'ai jamais divorcé d'Ethan. Je le sais maintenant. Harold s'est frotté le front. Au début. Nous l'avons cru. Tout le monde l'a cru. Il a dit que tu étais parti au Colorado. J'ai presque ri. Le Colorado. J'avais vécu dans la même maison, conduit la même voiture, fait mes courses au même supermarché. Pris soin de notre fille. Pourtant, à l'intérieur de l'entreprise, j'avais apparemment disparu. Harold a ouvert un tiroir dans le meuble de la salle de conférence. Il en a retiré un dossier mince. J'ai gardé des copies. Des copies de quoi? De choses qui n'avaient jamais de sens. À l'intérieur se trouvaient des photographies de fêtes d'entreprise, de galas de charité annuels. De retraites de dirigeants. Chaque photo montrait Ethan debout à côté de Vanessa. Chaque légende l'identifiait comme Madame Ethan Carter. Une coupure de journal les montrait même en une de la section affaires locales. Le PDG Ethan Carter et sa femme organisent une collecte de fonds pour les enfants. Ma poitrine s'est resserrée. J'avais en fait un don anonyme à cette collecte de fonds sans réaliser que mon propre mari avait assisté avec une autre femme. Harold a observé discrètement mon expression. Je suis désolé. Personne n'a posé de questions. Quelques personnes l'ont fait. Que s'est-il passé? Elles ont arrêté de demander. Il m'a tendu un autre document. Les formulaires de contact d'urgence de l'entreprise. Conjoint d'Ethan, Vanessa Brox. Bénéficiaire de l'assurance, Vanessa Brox. Dossier de voyage d'affaires, Vanessa Brox. Liste d'invités de Noël de l'entreprise, Madame Vanessa Carter. Chaque dossier avait été modifié pièce par pièce, année après année. Jusqu'à ce que finalement le mensonge devienne normal. Le conseil le sait-il? Ai-je demandé. Harold a hoché la tête lentement. Ils connaissent Vanessa. Ils pensent qu'elle est mon remplacement. Ils pensent qu'elle est ta successeur. Ma successeur? Ethan leur a dit que le divorce avait été privé et respectueux. J'ai secoué la tête. Il a réécrit toute ma vie. Harold avait l'air véritablement brisé. Claire? Les gens croient ce qu'on leur montre de façon cohérente. Cette phrase est restée avec moi. Non pas parce qu'elle excusait qui que ce soit, mais parce qu'elle expliquait tout. La plupart des gens n'étaient pas malveillants. Ils vivaient simplement à l'intérieur d'une histoire soigneusement construite par quelqu'un d'autre. Alors que je me préparais à partir, Harold m'a arrêté. Une dernière chose. Il a plongé la main dans sa mallette. Ce n'est pas officiel. Il m'a tendu un autre dossier, beaucoup plus épais. État financier, rapport de dépenses, approbation de dirigeants. Résumé de carte de crédit d'entreprise. Pourquoi me donnes-tu ça? Parce que je ne pouvais plus ignorer ce que je continuais à trouver. Que as-tu trouvé? Je pense qu'Ethan prend des décisions qui pourraient détruire l'entreprise. J'ai froncé les sourcils. Des décisions illégales. Je ne suis pas prêt à accuser quiconque. Mais les chiffres ne mentent pas.
Il a pointé plusieurs transactions surlignées. Des vacances de luxe listées comme réunion d'investisseurs. Des achats personnels facturés comme développement de dirigeants. De gros paiements de conseil à des sociétés écrans. Un paiement récurrent a attiré mon attention. Brox Strategic Solutions. Le nom de famille de Vanessa. Honoraire de conseil mensuel. 45 000 $ chaque mois. Pour du conseil? Ai-je demandé. Harold a souri d'un air fatigué. Je n'ai jamais rencontré de consultant qui ne visite le bureau du PDG qu'après le dîner. Mon téléphone a vibré. C'était Ethan. Réunion déjeuner. Ne m'attends pas non plus ce soir. J'ai presque souri. Hier, ces mots m'auraient brisé le cœur. Aujourd'hui, ils devenaient simplement des preuves. Avant que je parte, Harold a reparlé. J'ai attendu des années que quelqu'un pose des questions. Pourquoi n'es-tu pas allé au conseil? J'avais besoin de preuves. Tu as des preuves. J'ai des chiffres. Il m'a regardé droit dans les yeux. Toi. Tu as un statut. J'ai compris immédiatement, parce que contrairement à n'importe quel employé, je n'étais pas simplement la femme d'Ethan. J'étais toujours une fondatrice, toujours une actionnaire. Toujours légalement en droit d'obtenir des informations. Et selon les documents de constitution enfermés dans mon coffre. Toujours l'une des plus grandes propriétaires individuelles de Carter Technologies. Harold a ouvert la porte de la salle de conférence. Je pense qu'il est temps qu'il se souvienne de qui a aidé à bâtir cet endroit. J'ai hoché la tête. Moi aussi. En revenant dans le couloir, des employés se précipitaient devant moi. Portant des ordinateurs portables et des tasses de café. Personne ne m'a reconnu. Personne ne m'a salué. Personne n'a réalisé que la femme tranquille qui traversait les bureaux avait autrefois signé le tout premier chèque de paie de l'entreprise. Pendant des années, j'avais cru que disparaître dans ma famille était un acte d'amour. Maintenant, je réalisais quelque chose de douloureux. Pendant que je me faisais plus petite pour soutenir les gens que j'aimais, quelqu'un d'autre m'avait discrètement effacé. Et j'étais enfin prête à réécrire mon propre nom dans l'histoire. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu 2 vies complètement différentes. À la maison, j'étais la même femme qu'Ethan croyait pouvoir tromper pour toujours. Je préparais le café le matin, demandais de sa journée le soir. Écoutais pendant qu'il décrivait des réunions qui n'avaient jamais eu lieu et des clients qui n'existaient pas. Il m'embrassait au revoir chaque matin. Il embrassait Vanessa bonjour chaque après-midi. Il était devenu tellement à l'aise avec ses mensonges qu'il n'hésitait plus avant de les raconter. Cela m'effrayait plus que la liaison elle-même. Une personne ne se réveille pas un jour capable de vivre 2 vies. Elle y arrive un choix à la fois, un mensonge à la fois, une excuse à la fois. En dehors de notre maison, mes journées avaient un tout autre visage. Harold et moi nous rencontrions 3 fois par semaine dans un petit dîner de quartier à quelques kilomètres du bureau. Ce n'était pas chic, mais le café était fort. Et personne ne prêtait attention à 2 personnes d'âge moyen qui examinaient discrètement des rapports financiers au petit déjeuner. Plus je regardais, plus les chiffres cessaient d'avoir un sens. Au début, les irrégularités semblaient inoffensives. Des dîners privés étiquetés comme divertissement client. Des week-ends listés comme retraite de leadership. Des suites d'hôtels de luxe facturées aux relations investisseurs. Individuellement, on pouvait les expliquer. Ensemble, ils peignaient un tableau très différent. Et ceci? Ai-je demandé un matin en pointant plusieurs virements. Harold a ajusté ses lunettes. Cela m'inquiète le plus. Les paiements allaient tous à la même société de conseil, Brox Strategic Solutions, chaque mois. Toujours approuvé personnellement par Ethan.
Toujours juste en dessous du montant qui nécessitait l'approbation complète du conseil. Pratique. Ai-je dit. Harold a hoché la tête. Il savait exactement où se trouvaient les limites de reporting. J'ai feuilleté d'autres États. Il n'y a aucun rapport de conseil réel joint. Il n'y en a jamais. Donc l'entreprise a payé presque un demi-million de dollars l'année dernière sans recevoir de service documenté. Je me suis adossé à ma chaise. Et personne n'a posé de questions. Il faisait confiance au PDG. Sa réponse était simple. Trop simple. La confiance. Elle pouvait bâtir une famille. Elle pouvait aussi détruire une entreprise. Un après-midi, j'ai décidé qu'il était temps de voir Vanessa par moi-même. Pas depuis un hall, pas sur des photographies, en personne. J'ai attendu devant un café près du bureau où Harold m'avait dit que les dirigeants rencontraient souvent des clients. Exactement à 12h20, Ethan est arrivé. 5 minutes plus tard, Vanessa l'a rejoint. Je m'attendais à des regards volés, à un comportement secret. Au lieu de cela, ils avaient l'air de n'importe quel couple ordinaire, à l'aise, détendu. Elle a ri de quelque chose qu'il avait dit. Il a tendu la main à travers la table et a serré la sienne. Puis quelque chose s'est produit qui m'a complètement prise au dépourvu. Vanessa a glissé un catalogue de bijoux sur la table. Ethan a pointé une bague. Elle a souri. Mon cœur a sombré. Projetait-il de l'épouser avant même de divorcer de moi? J'ai presque été tenté de me lever. Puis je me suis souvenu de la promesse que je m'étais faite. Les faits avant les émotions. Je suis resté où j'étais. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vanessa est venue à moi, non pas parce qu'elle m'avait reconnu, mais parce qu'elle pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Je sortais d'une librairie en centre-ville quand elle m'a accidentellement bousculé. Oh. Je suis tellement désolé. A-t-elle dit. Pas de mal. Elle a souri chaleureusement. Vous avez fait tomber ceci. Elle m'a tendu un carnet que je portais. Merci. Pendant un instant, nous sommes restés là. Elle avait l'air gentille, pas arrogante, pas calculatrice, juste normale. Elle a remarqué un livre de cuisine dans mon sac de courses. Vous cuisinez? J'essaie. Mon fiancé dit que je suis nul en cuisine. Fiancé. Le mot est tombé comme une pierre. J'ai forcé un sourire. J'espère qu'il apprécie l'effort. Il le fait. Ses yeux se sont illuminés. Il est extraordinaire. J'ai hoché poliment la tête. J'espère qu'il est honnête avec vous. Elle a ri. Oh. Absolument. Puis elle est partie. Je suis resté là à la regarder disparaître dans la foule. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de parler à la femme qu'elle croyait n'existait plus. Plus important encore, elle croyait vraiment qu'Ethan était libre de l'épouser. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui aidait sciemment une autre femme à tromper. C'était le sourire de quelqu'un amoureux, de quelqu'un qu'on trompait. Tout comme on m'avait trompé. Cette réalisation a tout changé. Jusque-là, Vanessa avait été la méchante dans mon esprit. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Elle avait présenté Ethan comme son fiancé, pas comme un homme marié. Pas comme quelqu'un ayant une liaison. Si Ethan avait inventé un divorce entier pour ses collègues, pourquoi ne ferait-il pas de même pour elle? Pour la première fois depuis la découverte de la liaison, ma colère a changé de direction. Non pas loin d'Ethan, mais vers l'énorme toile de mensonges qu'il avait créée. Quelques jours plus tard, une autre surprise est arrivée. Ma belle-mère a appelé.
Dîner dimanche. J'ai hésité. Ethan n'a rien mentionné. Je n'ai pas demandé à Ethan. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa voix. Juste toi. Quand je suis arrivé chez elle, seule elle et mon beau-père étaient là. Pas d'Ethan, pas de réunion de famille, juste nous trois. Après le dîner, mon beau-père a discrètement emporté les assiettes dans la cuisine, laissant sa femme et moi seuls. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour avoir cru mon propre fils. Je l'ai regardé attentivement. Tu sais. Elle a hoché la tête. Je l'ai appris il y a 2 semaines. Comment? J'ai assisté à l'un des événements de charité d'Ethan. Elle a avalé difficilement. Quelqu'un a présenté Vanessa comme ma belle-fille. Aucun de nous n'a parlé. Je les ai corrigés. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ils avaient l'air confus. Elle a serré ma main plus fort. Claire? C'est là que j'ai réalisé que tout le monde pensait que tu étais partie. J'ai senti des larmes menacer mes propres yeux. Elle a continué. J'ai confronté Ethan. Qu'a-t-il dit? Il a prétendu que c'était plus facile que d'expliquer la vérité. La vérité? Il n'a jamais expliqué ce que cela voulait dire. Mon beau-père est revenu et s'est assis discrètement à côté de nous. Il avait toujours été un homme de peu de mots. Quand il a enfin parlé, sa voix était ferme. J'ai bâti une entreprise dans ma vie. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle a failli détruire notre famille. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai prévenu Ethan de ne jamais aimer le succès plus que les gens qui l'avaient aidé à l'atteindre. Qu'a-t-il dit? Il a dit que j'étais vieux jeu. Un sourire triste a traversé son visage. Peut-être que je le suis. Il a marqué une pause. Mais le caractère ne se démode jamais. Le lendemain matin. Harold a appelé. Ils arrivent. Qui? Les auditeurs externes. J'ai figé. Que s'est-il passé? J'ai déposé une plainte éthique anonyme. Tu l'as fait? Je ne pouvais plus attendre. Il y a 3 semaines. Donc ça a déjà commencé. Ils arriveront vendredi matin. Les audits d'entreprise n'étaient jamais annoncés publiquement. C'était intentionnel. Cela empêchait les dossiers de disparaître commodément pendant la nuit. Harold a baissé la voix. Ethan n'en a aucune idée. Ni le conseil. Ni Vanessa. D'ici la semaine prochaine. Chaque décision financière prise au cours des dernières années serait passée au peigne fin. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais calme. Non pas parce que la justice était arrivée, mais parce que la vérité traversait enfin la porte d'entrée. Et contrairement au mensonge, elle n'avait besoin de la permission de personne pour entrer. Le vendredi matin est arrivé avec un silence inhabituel. Pas le silence paisible d'une journée de travail ordinaire. Le silence lourd qui précède une tempête. À 8h15, Harold a appelé. Ils sont là. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine.
Le café intact à côté de moi. Les auditeurs. 3 d'entre eux. Le conseil extérieur est venu aussi. Ethan les a-t-il vus? Il vient d'entrer dans la salle de conférence des dirigeants. Harold a marqué une pause. Je ne pense pas qu'il sourit encore. Quand j'ai atteint le centre-ville de Chicago, l'atmosphère autour de Carter Technologies avait complètement changé. Les employés ne discutaient plus dans le hall, ils chuchotaient. De petits groupes se tenaient près des ascenseurs, faisant semblant de vérifier leur téléphone tout en regardant les cadres se précipiter d'un bureau à l'autre. La réceptionniste m'a reconnu de ma visite précédente. Elle a souri poliment. Bonjour. J'ai souri en retour. Journée chargée. Vous n'avez aucune idée. Elle a baissé la voix. Une sorte d'audit. J'ai entendu. Le garde de sécurité de mon soir d'anniversaire travaillait à nouveau. Il a hoché la tête en me voyant passer. Toujours aucune reconnaissance. Toujours convaincu que je n'étais qu'une visiteuse de plus. L'ironie m'a presque fait rire. La femme qui avait aidé à bâtir l'entreprise pouvait traverser ses portes d'entrée sans être remarquée. Harold m'a rejointe près de la comptabilité. Ils ont déjà demandé 5 ans de dossiers financiers. Comment Ethan le gère-t-il? Il continue d'insister que tout est de routine. Mais il n'a pas arrêté d'appeler le service juridique. Cela m'a tout dit. Les gens confiants n'appellent pas les avocats toutes les 10 minutes. Les auditeurs travaillaient méthodiquement. Pas de voix élevées, pas d'accusations dramatiques. Juste des professionnels calmes posant des questions très précises. Pouvez-vous expliquer cette dépense? Qui a approuvé ce transfert? Où est la documentation justificative? Chaque question semblait simple. Ensemble, elle devenait impossible à répondre. À l'heure du déjeuner, plusieurs cadres avaient l'air épuisés. L'un des auditeurs a demandé l'accès au dossier de courriel lié à Brock Strategic Solutions. Harold m'a regardé discrètement. Aucun de nous n'a parlé. Nous savions tous les deux ce qu'ils étaient sur le point de trouver. Vers 14 heures, je suis entré dans le café de l'entreprise. Il était presque vide. Seule Vanessa était assise près de la fenêtre, fixant une tasse de café devenue froide depuis longtemps. Elle ne ressemblait en rien à la femme confiante que j'avais vue quitter le bâtiment avec Ethan. Elle avait l'air inquiète, perdue. Elle m'a remarqué debout à proximité. Voudriez-vous vous asseoir une minute? Elle ne m'avait toujours pas reconnu. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Pendant plusieurs secondes. Aucun de nous n'a parlé. Enfin. Elle a soupiré. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un ne vous dit pas tout? Mon cœur s'est serré. Parfois. Elle a regardé par la fenêtre. Ethan dit que tout est sous contrôle. Mais vous ne le croyez pas. Je veux le croire. Elle a souri tristement. Je le veux vraiment. Elle a baissé les yeux vers sa bague de fiançailles. Je lui ai demandé ce matin pourquoi les auditeurs voulaient des documents à mon sujet. Je suis restée silencieuse. Il a dit que ce n'était que de la paperasse. Elle a ri amèrement. J'ai déjà travaillé en finance. Donc vous savez mieux. Elle a hoché la tête. Je sais assez pour reconnaître la panique. Puis elle m'a surprise. J'ai presque annulé notre mariage le mois dernier. Je l'ai regardé. Pourquoi?
Il n'arrêtait pas de reporter l'annonce publique de nos fiançailles. Quelle raison a-t-il donné? Il a dit que son divorce impliquait des formalités juridiques compliquées. J'ai senti ma gorge se serrer. Et vous l'avez cru. Je l'aimais. Elle avait l'air embarrassée. Je suppose que ce n'est pas toujours la même chose. Pour la première fois, je n'ai pas vu ma rivale assise en face de moi. J'ai vu une autre femme dont la confiance avait été exploitée. Une autre personne qui avait bâti des rêves sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Avant que l'une de nous puisse continuer, Ethan est apparu. Vanessa. Sa voix était plus tranchante que d'habitude. Il m'a à peine regardé. Nous devons parler. Elle s'est levée. De quoi? L'audit. Elle a croisé les bras. Non. Il a eu l'air surpris. Nous parlerons après le travail. Non. Elle a brandi l'un des rapports financiers qu'elle avait apparemment lus. Qu'est-ce exactement que Brock Strategic Solutions? Il a figé. Du conseil? Quel conseil? Son expression s'est durcie. Ce n'est pas l'endroit. Elle a pris une respiration lente. Je pose des questions simples toute la matinée. Je t'expliquerai plus tard. Quand? Ce soir? Tu dis plus tard depuis 3 ans. Les mots ont résonné dans le café presque vide. Pour la première fois, j'ai regardé quelqu'un d'autre le défier. Il a tendu la main vers son bras. Elle a reculé. Je t'ai fait confiance. Moi aussi. Ai-je murmuré tout bas. Aucun d'eux ne m'a entendu. Vanessa est partie sans un mot de plus. Ethan l'a regardé partir, puis s'est frotté le visage des 2 mains avant de remonter. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'avait été 20 minutes plus tôt. Tard dans l'après-midi. Harold a rappelé. Le conseil a programmé une réunion d'urgence des dirigeants. Quand? Demain matin. Un samedi. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qui a changé? Les auditeurs ont trouvé des accords de rémunération non autorisés. Vanessa, la société écran. Les paiements cachés. Les dominos avaient commencé à tomber. Le samedi matin, je suis arrivé 15 minutes en avance. Pour la première fois depuis plus d'une décennie. Je me suis dirigé vers la salle de conseil des dirigeants. Le couloir était exactement comme je m'en souvenais, les prises encadrées. Les photographies célébrant les étapes de l'entreprise. La déclaration de mission qu'Ethan et moi avions écrite ensemble un dimanche pluvieux des années auparavant. Intégrité, innovation, confiance. Les mots semblaient douloureusement ironiques maintenant. À l'intérieur de la salle de conférence, les administrateurs se rassemblaient déjà. Plusieurs m'ont regardé avec une confusion polie. L'un a chuchoté. Qui l'a invité? Un autre a supposé que j'étais un conseil juridique. Personne n'a reconnu la femme qui avait assisté à la première réunion du conseil de l'entreprise. Autour d'une table pliante. Le temps a une façon étrange d'effacer les gens. Surtout ceux qui se retirent discrètement de la lumière. Ethan est entré quelques instants plus tard. Au moment où il m'a vu, toute la couleur a quitté son visage. Claire. Sa voix a à peine quitté ses lèvres. Que fais-tu ici? Avant que je puisse répondre, le président est entré. Richard Whitmore avait maintenant la soixantaine passée.
Il avait été l'un de nos premiers investisseurs. Ses cheveux blancs s'étaient considérablement éclaircis. Mais ses yeux bleus perçants n'avaient pas changé du tout. Il m'a regardé. Un sourire chaleureux est lentement apparu. Puis, à la surprise de tout le monde dans la pièce, il s'est dirigé directement vers moi. Claire. Il a tendu les deux mains. Cela fait bien trop longtemps. J'ai souri. Oui. La pièce est tombée dans le silence. Richard s'est tourné vers le conseil. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints ces dernières années, a-t-il marqué une pause délibérée? J'aimerais vous présenter quelqu'un que beaucoup d'entre vous auraient dû rencontrer il y a longtemps. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Richard a continué. Voici Claire Carter, la cofondatrice de Carter Technologies. La femme dont l'investissement initial a maintenu cette entreprise en vie pendant ses 2 premières années, la propriétaire de 40% de cette société. Silence. Un silence absolu. Un administrateur a lentement retiré ses lunettes. Un autre a regardé Ethan avec incrédulité. De l'autre côté de la pièce, l'avocat de l'entreprise a discrètement fermé son carnet. Le rire du garde de sécurité de mon soir d'anniversaire a résonné dans ma mémoire. Je vois sa femme tous les jours. Plus maintenant. Richard a tiré la chaise à côté de lui. Claire. Il a souri doucement. Je crois qu'il est temps que tu te joignes à nous à la table. Je me suis assise. En face de moi. Ethan n'avait plus l'air du PDG puissant qui avait contrôlé chaque pièce qu'il entrait pendant des années. Il avait l'air d'un homme réalisant que l'histoire qu'il avait soigneusement écrite était enfin lue par des gens qui connaissaient la fin originale. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce hall en portant un dîner d'anniversaire froid, je n'étais plus invisible. Personne n'a parlé pendant plusieurs longues secondes après que Richard m'a présenté. Le silence était presque physique. Chaque personne autour de la table regardait de moi à Ethan puis de nouveau, essayant de concilier 2 versions complètement différentes de la réalité. Enfin, Richard a joint ses mains. Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. Personne n'a contredit. Ethan est resté debout. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Pour la première fois depuis les 12 ans que je le connaissais. Il avait l'air véritablement effrayé. Pas nerveux, pas embarrassé, effrayé. L'avocat principal de l'entreprise a brisé le silence. M. Carter. Il a délibérément évité de l'appeler PDG. Voudriez-vous expliquer pourquoi les dossiers de l'entreprise identifient une autre personne comme votre conjoint légal? Ethan s'est raclé la gorge. C'est compliqué. Richard a secoué la tête. Non. Sa voix est restée calme. Ce ne l'est pas. Il s'est tourné vers moi. Claire? Voudrais-tu parler en premier? J'ai regardé autour de la pièce. Tous les visages m'attendaient. J'avais imaginé ce moment des dizaines de fois au cours des dernières semaines. Dans chaque version, je criais. Je pleurais. J'exposais chaque mensonge qu'Ethan n'avait jamais dit. Au lieu de cela, j'ai simplement dit. Je n'ai jamais divorcé de mon mari. Cette seule phrase a changé l'atmosphère de la pièce. Plusieurs membres du conseil ont échangé des regards stupéfaits. L'un a murmuré tout bas. Mon Dieu. J'ai continué. Je n'ai jamais signé de papier de divorce. Je n'ai jamais renoncé à ma propriété. Je n'ai jamais démissionné de cette entreprise. Je me suis simplement retiré pour élever notre fille. Puis j'ai regardé Ethan droit dans les yeux.
Mais apparemment, pendant que je bâtissais notre famille, mon mari était occupé à réécrire notre histoire. Les auditeurs ont présenté leurs conclusions une section à la fois. Dépenses de dirigeants irrégulières, conflits d'intérêts non divulgués. Paiement à broc stratégique, solution avec peu de documentation justificative. Avantages de dirigeants approuvés sans divulgation appropriée. Aucune des conclusions ne suggérait que l'entreprise elle-même avait été créée pour la fraude. Au lieu de cela, elle montrait quelque chose de plus courant et à bien des égards plus tragique. Un homme prospère qui s'était lentement convaincu que les règles ne s'appliquaient plus à lui. Quand la présentation s'est terminée, Richard s'est tourné vers Ethan. Est-ce qu'une partie de cela est inexacte? Ethan a fixé les rapports. Non. La réponse est venue tout bas. Donc les paiements ont eu lieu. Oui. Les faux dossiers d'emploi. Oui. La fausse représentation de votre statut marital. Une autre pause. Oui. Pas d'excuses, pas de dénégation, juste un aveu douloureux après l'autre. À mi-chemin de la réunion, la porte s'est ouverte. Vanessa est entrée. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait passé toute la nuit à pleurer. Elle n'était pas censée assister. Richard a regardé vers l'avocat. Avant que quiconque puisse objecter, Vanessa a parlé. J'aimerais dire quelque chose. Richard a hoché une fois la tête. Allez-y. Elle a pris une profonde respiration. Je croyais qu'Ethan était divorcé. Personne n'a interrompu. Il m'a dit que le mariage s'était terminé il y a des années. Sa voix tremblait. Il a dit qu'ils étaient restés amicaux à cause de leur fille. Puis elle m'a regardé directement. Pour la première fois, la reconnaissance est apparue dans ses yeux. Non pas parce que nous nous étions rencontrés à la librairie. Parce qu'elle avait enfin compris qui j'étais. Des larmes ont rempli ses yeux. Oh. Elle s'est couvert la bouche. Oh mon Dieu. Elle a fait un pas envers moi. Je ne savais pas. Je l'ai cru sur chaque mot parce que j'avais vu la confusion sur son visage avant même le début de l'audit. Elle ne réagissait pas comme quelqu'un de pris. Elle réagissait comme quelqu'un de trahi. Je suis tellement désolé. A-t-elle chuchoté. La pièce est restée complètement silencieuse. J'ai hoché doucement la tête. Je sais. Ces deux mots ont semblé briser quelque chose en elle. Elle a commencé à pleurer discrètement. Pas de sanglots dramatiques. Juste les larmes déchirantes de quelqu'un réalisant que l'avenir qu'elle avait planifié n'avait jamais existé. Ethan s'est finalement levé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Richard l'a regardé. Quelle partie? La liaison? La faute financière? Les mensonges? Ethan n'a pas pu répondre, parce qu'il n'y avait plus un seul mensonge. Il y en avait des centaines. Chacun lié au suivant jusqu'à ce que toute la structure dépende de la poursuite de la tromperie. Il m'a regardé. Je t'aimais. J'ai soutenu son regard. Je crois que tu m'aimais. Il a eu l'air surpris. Je crois aussi qu'à un moment donné, tu as commencé à aimer davantage la version de toi-même que le succès avait créée. Ses épaules se sont affaissées. Il n'a pas argumenté, parce qu'il savait que c'était vrai. Le conseil s'est retiré pour un vote privé. Richard m'a demandé de rester. On a demandé à Ethan d'attendre dehors. Aucun de nous n'a parlé pendant qu'il passait devant moi.
Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de confiance dans sa posture. Juste du regret. 30 minutes plus tard, les administrateurs sont revenus. Richard a parlé en premier. Avec effet immédiat, Ethan Carter est démis de ses fonctions de directeur général. Dans l'attente de l'achèvement de tous les examens juridiques et financiers. Le vote avait été unanime. Pas une seule voix dissidente. Un PDG par intérim assumerait la direction jusqu'à la conclusion de l'enquête. L'entreprise ne fermait pas. Des milliers d'employés en dépendaient. La responsabilité du conseil était de les protéger. Non de les punir pour les décisions d'un seul homme. J'ai respecté cela. La justice ne devrait pas créer plus de victimes innocentes. Les nouvelles ont voyagé rapidement. Tard dans l'après-midi. Les sites d'affaires locaux rapportaient déjà que Carter Technologies avait annoncé une transition de direction inattendue. Le communiqué officiel ne mentionnait pas la liaison. Il ne mentionnait pas Vanessa. Il confirmait simplement un examen interne de gouvernance. Le conseil avait sagement choisi la transparence sans humiliation publique. Il y aurait assez de conséquences sans transformer la situation en divertissement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. La maison semblait étrangement peu familière. Pendant 12 ans, elle avait été notre refuge. Maintenant, elle résonnait de souvenirs qui semblaient soudain incertains. Émilie est arrivée juste après 18 heures. Elle a regardé de moi à l'allée vide. Où est papa? J'ai pris une respiration lente. Nous devons parler. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Je lui ai dit la vérité. Pas chaque détail douloureux. Une fille n'a pas besoin de porter toutes les erreurs de ses parents. Mais assez pour qu'elle comprenne pourquoi la vie était sur le point de changer. Elle a écouté en silence. Quand j'ai terminé, des larmes ont coulé sur ses joues. Je n'arrêtais pas de penser qu'il était juste occupé. Je sais. Je voulais le croire. Moi aussi. Elle s'est appuyée contre mon épaule comme quand elle était petite. Je suis désolé. Maman. J'ai embrassé le haut de sa tête. Tu n'as rien à te faire pardonner. Les enfants pensent souvent qu'ils auraient dû remarquer plus tôt. Que d'une façon ou d'une autre ils auraient pu réparer ce que les adultes avaient brisé. Ils ne le peuvent pas et ils ne devraient pas avoir à le faire. Vers 21 heures ce soir-là, la sonnette a retenti. Ethan se tenait sur le porche. Il avait l'air épuisé. Sa veste de costume avait disparu. Sa cravate pendait mollement autour de son cou. Dans ses mains se trouvait une simple enveloppe manille. Je ne vais pas entrer. Je suis sorti et j'ai discrètement fermé la porte d'entrée derrière moi. Il m'a tendu l'enveloppe. Je sais que tu penses probablement que ce sont des papiers de divorce. Je l'ai regardé. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Ma démission. J'ai ouvert l'enveloppe. Signée, datée, avec effet immédiat. Avec elle se trouvait une lettre manuscrite. Pas pour le conseil, pas pour ses avocats, pour moi. J'ai enfin dit la vérité aujourd'hui, a-t-il dit tout bas. Pour la première fois depuis des années. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne m'attends pas à une autre chance. Je ne pouvais simplement plus continuer à faire semblant. J'ai regardé l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était plus le PDG confiant des couvertures de magazines. Ce n'était plus le mari qui m'avait menti pendant 3 ans. C'était simplement un être humain profondément imparfait qui avait finalement manqué de cachette. J'ai plié soigneusement la lettre. Ce n'est pas terminé. Je sais. Il y aura des conséquences. Je comprends. Pendant un long moment,
aucun de nous n'a bougé. Puis il a hoché une fois la tête, s'est retourné et s'est dirigé vers sa voiture. Il n'a jamais regardé en arrière. J'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent dans l'obscurité. Pendant des semaines, j'avais imaginé que la victoire serait exaltante. Au lieu de cela, elle était lourde. Parce que le plus grand prix de la trahison n'est pas de perdre de l'argent, du pouvoir ou une réputation. C'est de réaliser que vous avez détruit les personnes même qui vous aimaient le plus autrefois. Et aucune promotion, aucune liaison, aucun mensonge ne pourrait jamais racheter cela. 3 mois se sont écoulés avant que je revoie Ethan. Pas dans une salle d'audience, pas à une réunion du conseil. Mais dans le bureau d'un conseiller un mardi après-midi calme. C'était l'idée d'Emily. Je n'ai pas besoin que vous deux vous remettiez ensemble, nous avait-elle dit. J'ai juste besoin que mes parents puissent s'asseoir dans la même pièce sans faire semblant que l'autre n'existe pas. Elle avait maintenant 20 ans. Assez vieille pour comprendre que le divorce n'était pas la seule chose capable de briser une famille. Le silence pouvait le faire aussi. L'amertume pouvait le faire. L'orgueil certainement. Alors nous avons accepté. Non pas parce que l'un ou l'autre savait à quoi ressemblerait l'avenir, mais parce qu'Emily méritait des parents capables de choisir la maturité plutôt que le ressentiment. La vie avait changé de façon spectaculaire. Le conseil a terminé son enquête sans en faire un spectacle public. La faute financière a entraîné des restitutions, de nouvelles politiques de supervision et des réformes de gouvernance obligatoires. L'entreprise a survécu. En fait, elle est devenue plus forte. Parfois, les organisations, comme les familles, sont forcées de confronter des vérités inconfortables avant de pouvoir redevenir saines. Richard a accepté le rôle de président par intérim jusqu'à la sélection d'une nouvelle équipe de direction. À ma surprise, le conseil m'a demandé si je reviendrais en tant que conseillère. J'ai refusé un poste de dirigeante à temps plein. Ce chapitre de ma vie s'était refermé des années plus tôt. Au lieu de cela, j'ai accepté un rôle à temps partiel de mentorat de jeunes entrepreneurs. En particulier de femmes qui essayaient d'équilibrer carrière, mariage et famille. Si mon histoire pouvait aider quelqu'un à éviter de se perdre, alors peut-être que quelque chose de bon pouvait encore naître de la douleur. Vanessa a pris contact un mois après l'effondrement de tout. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer. J'ai hésité plusieurs jours avant d'accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café donnant sur le lac Michigan. Elle avait l'air différente, non pas à cause de ses vêtements, mais parce que la certitude qu'elle portait auparavant avait disparu. J'ai presque pas venu, a-t-elle admis. J'ai presque dit non. Elle a hoché la tête. Je ne t'en aurais pas voulu. Pendant quelques instants, nous avons simplement remué notre café. Puis elle a posé une petite enveloppe sur la table. J'ai trouvé ça. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des photos qu'Ethan avait gardées dans un tiroir de bureau, notre mariage. Le premier anniversaire d'Emily, des vacances en famille. Il y en avait des dizaines. Il ne les a jamais jetées, a-t-elle dit doucement. J'ai regardé une par une. Il m'avait dit qu'il l'avait fait. Je sais. Elle a baissé les yeux. Quand je les ai trouvés, j'ai réalisé qu'il n'y avait jamais eu de fin propre à votre mariage. Elle a marqué une pause. Il n'y avait qu'un mensonge. Aucun de nous n'a pleuré. Nous n'en avions pas besoin. Certaines peines sont trop profondes pour les larmes. Avant de partir, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai passé 3 ans à croire que j'avais gagné le mari de quelqu'un d'autre. Elle a donné un sourire triste. La vérité est que personne ne gagne quand une relation commence par la tromperie. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui ne te donnera jamais de raison de douter de ta place dans
sa vie. Elle a souri. Moi aussi. Nous ne sommes jamais devenus de proches amis. La vie ne fonctionne pas toujours ainsi, mais nous avons quitté ce café sans colère. Parfois, la paix suffit. Ethan a tenu toutes les promesses qu'il avait faites après sa démission. Il a vendu la maison du lac, a rendu chaque dollar non autorisé. A pleinement coopéré avec les enquêteurs. Il a accepté un poste dans une petite entreprise d'ingénierie à près de 2 heures de Chicago. Pas de titre de dirigeant, pas de bureau privé, pas d'interview, juste un travail honnête. Richard m'a appelé un après-midi. Tu sais. A-t-il dit? J'ai vu des gens prospères tout perdre. Moi aussi. Ceux qui s'en remettent ne sont pas toujours les plus intelligents. Qu'est-ce qui fait la différence? Les gens humbles apprennent. Les orgueilleux répètent. Ces mots sont restés avec moi. Un samedi matin, Émilie nous a tous les deux invités à sa célébration d'obtention de diplôme. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ethan non plus. Quand il est entré dans le restaurant, nous avons échangé un sourire maladroit. Pas d'étreinte, pas de prétention que tout allait bien. Juste deux personnes reconnaissant la réalité. Pendant le déjeuner, Émilie a ri plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle a parlé de son avenir, de son nouvel appartement, de ses projets de carrière. La regarder sourire m'a rappelé quelque chose d'important. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents honnêtes. Après le dessert, Ethan a demandé si nous pouvions parler en privé dehors. Nous nous sommes tenus près du parking sous un ciel printanier tiède. J'ai répété cette conversation 100 fois. A-t-il admis? Probablement moi aussi. Il a souri faiblement. Je ne veux rien de toi. J'ai attendu. Je voulais juste te remercier. Pourquoi? Pour avoir refusé de me détruire. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne t'ai pas épargné. Je sais. Tu as perdu ton poste. Je le méritais. Tu as perdu ta réputation. Je l'ai gagnée aussi. J'ai hoché la tête. Alors pourquoi me remercier? Il a regardé vers l'horizon. Parce que tu aurais pu t'assurer que je n'aurais jamais la chance de devenir un homme meilleur. Sa voix s'est brisée. Mais tu ne l'as pas fait. J'y ai pensé soigneusement. Les gens confondent souvent la miséricorde avec la faiblesse. Ce n'est pas la même chose. La miséricorde n'efface pas les conséquences. Elle refuse simplement de laisser la haine prendre la décision finale. Je t'ai pardonné. Ai-je dit tout bas. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Je sais. Et cela ne garantit pas que nous serons un jour de nouveau mari et femme. Il a hoché lentement la tête. Je comprends. Pour la première fois depuis des années, il ne restait plus rien à cacher entre nous. Ni amour, ni déception, ni regret, seulement la vérité. Et chose étrange, la vérité semblait plus légère que tous les mensonges que nous avions portés. En regardant en arrière maintenant, les gens me demandent parfois si j'ai eu ma vengeance. Je leur dis qu'ils posent la mauvaise question. La vengeance suggère que quelqu'un doit perdre. La justice est différente. La justice dit la vérité. La justice protège les innocents. La justice donne aux gens la chance de faire face à ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils choisissent après cela dépend d'eux. Mon mariage n'est pas revenu à ce qu'il était autrefois. Certaines choses brisées ne peuvent pas être restaurées exactement comme elles étaient.
Mais le respect a lentement remplacé le ressentiment. L'honnêteté a remplacé le prétence. Émilie a retrouvé ses deux parents, non pas comme un couple parfait, mais comme deux personnes imparfaites prêtes à grandir. S'il y a une leçon que mon histoire m'a enseignée, c'est celle-ci. Ne te fais jamais si petite que quelqu'un d'autre puisse t'effacer. Aime de tout ton cœur, mais ne perds jamais ton identité. Fais confiance profondément, mais n'ignore pas ce que ton cœur continue de te dire discrètement. Et si la vie te force un jour à choisir entre la vengeance et ta propre paix, choisis la paix. Elle dure beaucoup plus longtemps. Si cette histoire a touché ton cœur ou t'a rappelé quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, je serais honoré que tu la partages avec eux. Et si tu aimes les histoires réfléchies sur la résilience, la famille et la force après la trahison, j'espère que tu t'abonneras et me rejoindras pour le prochain voyage.